Alors, vous connaissez déjà, vous êtes spécialité métrologie, que la métrologie, ça sera une branche. Bien sûr, c'est une science, c'est toute une science. Voilà, qui traite les mesures. Et qu'on l'appelle une science appliquée qui permet à l'industriel de contrôler, influencer divers paramètres aux grandeurs. Ce qu'on va voir dans la métrologie électrique, c'est principalement les grandeurs électriques, généralement. Bien sûr, il y en a plusieurs. Mais ce qu'on va voir, c'est la tension, courant et résistance. C'est clair? Et les résistances. Éventuellement, on peut passer à la puissance, mais ça nécessite la compréhension d'autres facteurs. Parce que vous connaissez en électrique, la puissance, c'est quoi? C'est U fois I. Bien sûr, si vous êtes en continu, mais avec un cosinus, puis si vous êtes en alternative. Et ça devient P, C, racine de 3 UI cos phi si vous passez en triphase. C'est clair ici? Ce qui fait ça implique non pas uniquement le courant, non pas uniquement la tension, mais aussi le déphasage. Et ce déphasage vient des impédances. C'est un peu, on peut dire, qui nécessite beaucoup de paramètres. Peut-être si on a du temps, on peut faire la puissance. Mais premièrement, on va faire la tension, le courant et la résistance. Alors la métrologie, on a dit c'est la science, ou bien c'est la science de mesure. Bien. Alors, en métrologie, souvent mesurer, c'est le fait de comparer entre deux grandeurs. Quelles sont ces grandeurs? Vous avez une valeur exacte avec une valeur mesurée. Mais cette valeur exacte, vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que vous connaissez déjà? Vous ne connaissez pas la valeur exacte. Parce que si on connaît la valeur exacte, c'est pas... On sait quoi? Pas vraiment. Voilà, on sait l'intervalle là où la valeur exacte peut se situer. C'est ça? Et l'objectif, c'est de trouver cet intervalle. Et vous aurez un bon instrument, vous aurez un bon appareil de mesure si l'intervalle qui vous donne, il est le plus réduit possible. Et vous avez un mauvais si l'intervalle il est le plus grand possible. Et cet intervalle, comment on l'appelle, c'est là l'incertitude. C'est ça l'incertitude. Parce que réellement, jamais on sait la valeur exacte d'une mesure. C'est clair? On sait un intervalle là où la mesure exacte peut se situer, avec une plage de confiance, et ainsi de suite. Alors, les résultats des mesures servent à prendre des décisions, bien sûr, l'acceptation d'un produit ou bien son rejet, le réglage d'un instrument de mesure, est-ce qu'il est conforme à ce qu'il est déclaré par le constructeur ou non. On va voir dans les TP que vous avez votre appareil et vous avez le catalogue qui vous dit que le constructeur dit que cet appareil, il est dans cet intervalle. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier est-ce qu'il est toujours conforme à ce qu'il est déclaré par le constructeur. Et c'est ça le réglage des instruments de mesure et validation des procédés de son étalonnage. Voilà, réglage des paramètres dans le cadre d'un contrôle de procédé de fabrication, validation d'une hypothèse. Vous avez plusieurs hypothèses ici. Et quand vous sachez que le résultat de mesure, toujours il s'écrit sous quelle forme? Bien sûr, ça sera toujours le X. C'est, qu'est-ce que vous dites? Le X, c'est quoi? C'est la valeur exacte. Ça va être quoi? Une valeur mesurée, plus ou moins. Voilà, une incertitude qui est le delta X. La valeur exacte, ça sera la valeur mesurée que vous avez mesurée, plus ou moins une incertitude. Et bien sûr, cette incertitude, si vous le placez ici, qu'est-ce qu'on doit placer ici? C'est l'unité. Sinon, on va faire valeur exacte est égale la valeur que vous avez mesurée avec son unité. C'est clair? Plus ou moins un delta x sur le x, et tout cela en pourcentage. Ce qui fait que vous avez deux formules pour écrire vos résultats, que ce soit en valeur, en incertitude absolue, qui est la première, ou bien en incertitude relative, qui est la deuxième. C'est clair? Les grandeurs, comme je vous ai dit, qu'on va voir pour notre cours, tension, courant, résistance, et éventuellement, on peut passer à la puissance, si on a du temps. Très bien.
Alors, quelques définitions pour harmoniser un peu les choses. La grandeur, c'est le phénomène ou bien le corps susceptible d'être distingué quantitativement et déterminé. D'accord? Distingué qualitativement et déterminé quantitativement. La grandeur des mesures, c'est notre courant, notre tension, notre résistance. L'unité de mesure, c'est bien sûr l'unité de cette grandeur. Le mesurage, c'est l'ensemble des opérations ayant pour but de déterminer cette valeur et cette grandeur. Bien, je vous envoie ces définitions par la suite. Clair? Vous avez l'incertitude de mesure, c'est la dissipation, ou bien c'est cet intervalle là où notre valeur exacte va se situer. Et l'étalon de mesure, c'est un dispositif avec lequel on peut étalonner et comparer, d'accord, les différents résultats qu'on a déjà fait. C'est un dispositif auquel on doit se fier pour contrôler l'exactitude des mesures fournies par un appareil de mesure. Ces définitions, vous les connaissez aussi. Essayons de commencer directement au vif de notre sujet qui est les grandeurs électriques. D'accord? Alors, les grandeurs électriques, il s'agit premièrement, dans la majorité des cas, les grandeurs électriques qu'on va voir, c'est quoi? C'est une différence de potentiel, un DDP. C'est clair? C'est une tension prise entre deux points dans un circuit électrique. Il faut différencier entre un potentiel et différence de potentiel. Un potentiel, toujours, c'est quoi en électricité? C'est une tension entre un point et la masse, et la référence. Et une tension est peut-être entre deux points, peu importe dans le circuit. Ce qui fait une tension, c'est une différence de potentiel. Le premier potentiel par rapport à la masse, deuxième par rapport à la masse, et la tension, ce sera la différence entre les deux. C'est bon? Vous avez aussi l'intensité du courant dans une branche d'un circuit électrique. La résistance d'un dipôle est peut-être aussi mesurée. Capacité d'un condensateur, inductance d'une bobine, la puissance dissipée dans un circuit, ou bien la fréquence et la période d'un signal. Et il faut noter que ça, c'est la plus compliquée des choses. C'est la dernière tâche, elle est la plus compliquée et à ma connaissance, personne au Maroc ne le fait pour les industriels. C'est clair? La mesure de fréquence des appareils, peu importe ce type d'appareil, période et fréquence. Et même en électricité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Ils attendent déjà le CIMAC. Vous connaissez le CIMAC, c'est quoi? Voilà. Le CIMAC attend toujours une personne qui vient en France pour faire la métrologie, d'accord, de certaines grandeurs ici électriques. Bien. Alors, juste pour se mettre d'accord sur certaines notions, vous connaissez que la tension, son unité, c'est le volt. La FEM, c'est quoi? La force électromotrice. Voilà, elle est aussi en volts. Le courant en ampères. Puissance active, parce que vous avez combien de puissance? Trois types. Alors, vous avez trois types. L'active, c'est en watts. Réactif, c'est en volts, ampères, réactif. Volts, ampères, réactif. Et vous avez le S qui est en volts, ampères. Et vous connaissez la fameuse relation entre les deux? C'est celle-là. P carré plus Q carré. Alors, l'énergie ou le travail, c'est toujours en kilowattheure. Vous avez le watt. Vous le multipliez fois le temps, ça vous donne l'énergie. Par exemple, une résistance qui consomme 1000 watts. Pendant une heure, combien il a consommé? 1000 wattheures. C'est ça son énergie. Et toujours les factures de l'électricité viennent avec l'énergie. On fait la factorisation de l'énergie. Voilà, toujours l'énergie, c'est quoi? C'est la puissance multipliée fois le temps. C'est ça. Et pour les dipôles, vous avez la résistivité. La résistivité, c'est quoi? Vous connaissez que la résistance, c'est quoi? La résistivité fois la longueur divisée par la section. C'est quelque chose qui caractérise un métal. Et il est en relation avec quoi? Avec la température, la longueur et le type de métal. Si la température augmente, la résistivité augmente. Le type de métal aussi joue un rôle très important. Voilà. Et la résistance augmente avec la longueur et diminue avec la section.
la réactance, la résistivité, vous avez la résistance et vous avez la réactance. Quand est-ce qu'on parle de la réactance, s'il vous plaît? Un petit rappel. Bien sûr, la réactance, si vous remarquez bien, elle est en ohm, d'accord? Quand est-ce qu'on parle de la réactance? Par exemple, vous avez un circuit RLC. Vous ne pouvez pas parler de la réactance sans que vous avez une grandeur sinusoïdale alternative ou bien un courant qui est variable. Si vous êtes en continu, cette réactance, elle est toujours, n'existe pas, d'accord? Voilà. La réactance, elle ne va pas exister. Soit elle est infinie, circuit ouvert, soit elle est nulle, circuit fermé. Soit cette réactance, regardez bien, parce que vous connaissez que sur un système, le ZL est égal à JL oméga, c'est ça? Voilà. Et en haute fréquence, ça devient le oméga tend vers l'infini. Et si oméga tend vers l'infini, le Z tend vers l'infini. Et qu'est-ce qu'un Z tend vers l'infini? C'est un circuit ouvert. Tu n'as pas un dipôle. Et si le oméga tend vers 0, Z tend vers 0. C'est quoi Z tend vers 0? C'est un circuit fermé. De la même façon pour le ZC, qui est le 1 sur GC oméga. Si le oméga tend vers l'infini, c'est un fil. Si c'est tend vers 0, ça sera un système ouvert. Mais la résistance, non, elle est indépendante de la fréquence. Haute fréquence, basse fréquence, il y a toujours la résistance. Alors, d'où vient cette réactance? Vous connaissez par exemple, si vous avez un circuit RLC, en série, par exemple, RLC, l'impédance totale, le Z équivalent total, c'est quoi? C'est le ZR plus le ZL plus le ZC, c'est ça? En complexe. Et ça s'écrit comme ça, R plus J, facteur de L, oméga, moins 1 sur C, oméga. Et ce terme-là, c'est le X. C'est là, parce que dans un dipôle, il y a une partie résistive et une partie réactive. La partie résistive, c'est elle qui consomme quoi? La puissance. Et la partie réactive, c'est elle qui consomme quoi? Le Q. Et les deux vous donnent une puissance totale qui contient à la fois la partie active et réactive. C'est le cas, c'est le module K. C'est pour cette raison que ça c'est en ohm et ça aussi c'est en ohm. C'est clair ici? Voilà. Généralement, ça, ce sont les grandeurs électriques auxquelles on peut appliquer cette métrologie. Voilà, il y a les autres mesures que vous les connaissez, la pression, la chaleur, et clairement, c'est hors notre sujet ici. Et le flux d'induction, le pulsation et le déphasage. Bien, pas la peine d'entrer dans les autres. On va voir ici les multiples et les sous-multiples des unités, parce que c'est très important avec lesquels sont présentées les grandeurs électriques. Bien sûr, c'est multiple, le maximum, c'est le hexa, le minimum, c'est le alto. C'est clair, c'est quoi le alto? 10 puissance moins 18. Et vous êtes, par exemple, ici. Notre mesure, elle va se situer là. D'accord? 10 puissance 0 peut-être. C'est là où peut-être ça sera l'ohm, ça sera le volt, ça sera l'ampère. Et si on monte, là vous parlez de déca, hecto, kilo, méga, giga, tera. Et si vous descendez, déci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, jusqu'au lambda. C'est bon? Bien. Ça, ce sont les multiples. Et on est familiarisé avec ces différentes symboles. Alors, commençons s'il vous plaît notre cours directement sans entrer trop dans d'autres détails. En électricité, lorsqu'on veut faire la mesure d'une grandeur électrique, lorsque je dis grandeur électrique, c'est souvent la tension, le courant, la puissance, la résistance, tout ce qu'on a déjà vu. Mais dans notre cours, on va se concentrer principalement, comme j'ai dit, la tension, courant et résistance, c'est trois. C'est clair, on ne va pas faire le tout. On utilise quoi pour faire la mesure? On utilise les instruments ou bien les appareils de mesure. Ces appareils de mesure, ils se composent en deux grandes familles. Il y a des appareils analogiques et des appareils numériques. Et chacun, il est différent par rapport à l'autre en termes d'analyse. Si vous voyez ici, je sais que ça sera l'analogique, analogique, celui-là c'est analogique, celui-là analogique. Les autres, ils seront, bien sûr, directement à partir de l'affichage
je peux déterminer ce que c'est analogique ou bien numérique. L'analogique, ils sont toujours à aiguille, ou bien on les appelle des appareillages à déviation aussi. C'est clair? À aiguille ou bien à déviation. Et numérique, ça nécessite bien sûr un certain affichage. Et la résolution et la quantification, l'échantillonnage jouent un rôle très important dans cette mesure. Dans la première partie, on va commencer par les appareils de mesure analogiques. On doit les comprendre, qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur, et comment déterminer l'incertitude avec ces types d'appareils. C'est bon? Alors, ce sont des appareils à déviation ou bien à aiguille. Bien entendu, il y en existe plusieurs types. Magnétoélectrique, ferromagnétique, électrodynamique, électrostatique, thermique et d'autres. Et généralement, la majorité des appareils de mesure, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Un aimant permanent ou bien un électron. La majorité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Agissant sur un équipage, un cadran mobile autour d'un axe fixe, à part le thermique, ou bien l'électrostatique, ils n'ont pas l'aimant permanent ou bien l'électroïde. Mais les autres, oui. Et toujours ces types d'appareillage, que ce soit dans le domaine électrique ou dans les autres domaines, c'est la même chose. C'est la pression à déviation. On comprend ce qu'il y a à l'intérieur. Alors prenons par exemple, ici, le premier type d'appareil, c'est l'appareillage magnétoélectrique. Essayons de voir ce qui est dedans et comment ça fonctionne. Le symbole de l'appareillage magnétoélectrique, vous le voyez comme ça. Ça veut dire que si vous voyez un appareil avec le symbole dedans, ce symbole, ça veut dire que c'est un appareil qui fonctionne selon le principe magnétoélectrique. C'est clair ici? Par exemple, je vais directement un exemple d'un appareil. Je vais vous montrer مثلا هذا. Vous le voyez? Ça, c'est un voltmètre à principe magnétoélectrique. C'est clair? Parce que toujours, il va être dans le cadre. Et en plus de quoi? En plus, bien sûr, d'autres indications très importantes pour la mesure de l'incertitude. Ça, il faut le connaître. Alors, essayons de voir maintenant rapidement les principes. On ne va pas entrer beaucoup dans les détails. Allez, rappelez s'il vous plaît le symbole. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un aimant permanent. D'accord? Qui va créer le nord-sud. Et le nord-sud, qu'est-ce qu'ils vont créer? Des lignes de champ. Des lignes de champ magnétiques. B, dans ce sens. Toujours les lignes de champ, c'est du nord vers le sud. C'est ça? C'est du nord vers le sud. Bien. Qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Ils vont mesurer le courant. Et vous avez ici ce qui est en bleu, en vert, c'est un ressort. Vous voyez le ressort? Le ressort, il est comment? Comme ça. Alors, le ressort, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer toujours de maintenir la position de l'aiguille à cette position. C'est clair? Ce qui fait, c'est-à-dire la position initiale, à 0. Maintenant, ce que vous mesurez, c'est quoi? C'est une tension ou bien un courant, comme vous voulez. Ce qui fait, vous planchez ici et vous la mettez ici. Un courant va circuler et sortir dans ce sens. Le courant, lorsqu'il circule, il passe par une bobine. Qu'est-ce qu'il crée lui-même? Voilà, il va créer un champ magnétique. L'interaction entre ce champ magnétique et le champ magnétique permanent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va faire dévier l'aiguille. Et en déviant l'aiguille, il va vous montrer exactement, parce que ça sera proportionnel. C'est comme si vous créez une force. Et cette force, elle est proportionnelle à quoi? Un champ magnétique qui est fixe, parce que vous avez un champ magnétique constant ici créé. Par rapport à quoi? Par rapport à un courant. Et ce courant, il sera comment? Proportionnel à la force de déviation de l'aiguille. C'est comme ça le principe des appareils magnétoélectriques. Ça d'une part. Le voilà ici. Ça, c'est d'une manière plus claire. Vous avez le nord, le sud, votre bobine qui est là. Et bien sûr, ce ressort, c'est lui qui maintient la position de l'aiguille à 0. Et avec la force, avec le courant, elle essaye de tourner. Et c'est la force du courant qui va essayer de
contrer la force via le ressort. À un moment donné, si le ressort se fatigue, vous n'aurez plus la même déviation, ce qui fait qu'il faut toujours l'étalonner, l'équilibrer, voir comment il fonctionne. Bien. Le deuxième type, rapidement, on l'appelle aussi un appareil ferromagnétique. On a fait le premier, qui était le magnéto-électrique. Rappelez le magnéto-électrique, le symbole c'est ça. Vous faites ça, comme un U inversé, avec un petit point. On entre dans l'appareil ferromagnétique, c'est comme un tiret, avec des zigzags comme ça. Voilà. Alors, dites-moi comment il va fonctionner, s'il vous plaît. Analysez l'intérieur. Regardez bien. Ça, c'est une pièce métallique. Ce qui est jaune, c'est une pièce métallique rattachée à ça. Et ce qui est gris, c'est une pièce métallique rattachée au sol. C'est pas rattaché au sol, rattaché à l'appareil. Et cette tige-là, elle peut tourner. À votre avis, comment tout cela fonctionne? Et le courant que vous mesurez, il vient de là, bien sûr, parce que là, vous allez avoir deux câbles pour mesurer peut-être un courant électrique. Un courant va entrer, il va sortir. Un courant, il va entrer ici, et il va sortir de là. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, à l'intérieur, à votre avis? Bien sûr, il va se créer un champ magnétique. Un champ magnétique, qu'est-ce qu'il va faire? Pas vraiment, il ne va pas l'attirer. Mais, parce que vous avez ça, c'est une pièce métallique. À l'intérieur d'un champ, elle va être aimantée. Elle devient un aimant. Peut-être elle devient un aimant nord-sud, c'est ça? Et cette pièce métallique aussi, elle est à l'intérieur du champ. Elle aussi, elle devient quoi? Aimantée, nord-sud. Et qu'est-ce que vous voyez? La répulsion entre les deux. Et l'une fixe, l'autre, pour se répulser, elle doit essayer de faire tourner l'aiguille. Et c'est comme ça que la déviation, on l'aura ici. De 0. Et si on augmente le champ, on aura plus de répulsion. Si. Elle va être affectée par le champ. Comment elle va être affectée? Elle va être magnétique, aimantée. Un aimant permanent. Comment il devient? Aimanté. Et peut nous indiquer où est le nord, où est le sud. Il y a qu'un de la boussole. Même principe. C'est clair ici? Voilà. Alors vous avez les deux pièces métalliques à l'intérieur d'un champ, ils seront aimantées de la même polarisation. C'est une répulsion entre les deux, selon la force de champ ici qui se crée. Voilà. Et le symbole, c'était celui-là qu'on a déjà vu. Et maintenant, vous avez les appareils électrodynamiques. L'appareil électrodynamique, il est toujours utilisé pour mesurer la puissance. Et son symbole, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce symbole, mais bon. Parce que vous connaissez dans les wattmètres, pour mesurer la puissance, qu'est-ce qu'il faut mesurer? C'est UI, cos. Il faut mesurer la tension, il faut mesurer le courant et le déphasage entre les deux. Ainsi, pour la mesure des puissances, on aura un circuit pour mesurer la tension, peut-être ici, vous mesurez la tension entre ça et ça. Vous mesurez le courant peut-être entre ça et ça. C'est clair? Et l'appareil détecte aussi le déphasage entre les deux. Il fait le produit et tout cela fonctionne. Alors, comment elle fait? Il y a deux bobines. La grande bobine qui est fixe. À l'intérieur, une bobine qui est comment? Mobile. Mobile, elle peut tourner avec l'axe. Si vous voyez bien que cette bobine, qu'est-ce qu'elle mesure? La bobine de tension. Et celle-là, ça sera la bobine de courant. Et la bobine de courant, toujours, le câble de la bobine de courant sera le plus grand. Parce qu'un voltmètre, il est caractérisé par quoi un voltmètre? Il mesure la différence de tension. Mais est-ce que pour un voltmètre,
il y a un courant qui entre. Idéalement. Non, parce que il faut rappeler que la résistance interne des voltmètres, elle est infinie. Idéalement, d'accord? Elle est idéalement infinie. Ça veut dire, si la résistance interne elle est infinie, la résistance devient quoi? Un circuit ouvert, et on dit que là, il n'y a pas de courant qui entre. Ainsi, réellement, c'est pas infini, mais c'est alors de quoi? Des méga-ohms. S'il fait le courant, il sera très faible. Ainsi, le câble avec lequel on fait la deuxième bobine, c'est un câble qui est comment? Un fil qui est fin, c'est ça? Il est de section très fine. C'est compris? Mais la caractéristique d'un ampère-mètre, c'est quoi? Voilà. Idéalement, il doit avoir une résistance nulle. Pour quelle raison? Pour qu'il ne cause pas des chutes de tension à la charge. Alors, un ampère-mètre, toujours, sa résistance interne, elle doit être à peu près égale à 0. Ainsi, bien sûr, vous aurez un courant qui est un peu élevé qui passe, c'est le courant de la charge, et vous aurez quoi? Une section qui est grande. On est d'accord ici? Mais maintenant, oui? Pour cela, comment on peut mettre en parallèle et l'ampère-mètre en série? C'est ça. L'ampère-mètre, vous le montrez parce que si tu le mets en parallèle, c'est un court-circuit. Et le voltmètre, si tu le places en série, il ne va pas conduire de courant. Parce que sa résistance interne, elle est infinie. C'est pas infini, mais très, très grande. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez le courant qui passe par la grande bobine, c'est le courant du courant, d'accord? Et le courant qui passe par la deuxième bobine, c'est le courant de la tension, qui est très faible. Et ils sont placés de telle sorte que, selon leur déphasage l'un par rapport à l'autre, selon l'intensité de l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? L'aiguille, bien sûr, elle va se positionner de cette valeur à cette valeur. C'est ça le principe de ce type d'appareil. Vous avez deux bobines, une pour le courant et l'autre pour les tensions. Et regardez ici, la bobine des intensités, elle est comment? C'est un gros fil. Un fil qui est grand pour supporter les grands courants qui passent. Et aussi pour faire quoi? Un gros courant. Pourquoi on fait un gros courant? Ça veut dire une section grande. Parce que vous connaissez que la résistance, c'est ρL sur S. Si S elle est grande, la résistance interne, l'ampère-mètre, 2 wattmètres du mu. Et nous, on veut qu'elle soit proche de 0. Ce qui fait, je vous laisse imaginer, la section, on le fait d'une manière un peu grande. Voici un exemple ici, le wattmètre. Bien sûr, il y en a d'autres choses qu'on doit discuter, mais c'est ça le symbole. Je vais zoomer, c'est un peu comme un petit plus. Bien sûr, parce qu'on a déjà vu ça. C'est clair? C'est ça le symbole. Bien sûr, le fil qui est à l'intérieur, souvent il ne le représente pas, ça devient comme un petit plus pour vous montrer que c'est un type électrodynamique. Bien. Alors, les deux autres types, on va les discuter brièvement. Il nous reste l'électrostatique et le thermique pour parler plus sur le tableau des symbolisations et voir aussi les différents symboles sur les différents cadrans des appareils. Alors, vous avez ici l'appareil électrostatique. Je zoome un peu, suivez bien. On va zoomer un peu ici, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, c'est l'échelle, là, c'est l'aiguille qui va se déplacer comme ça. C'est clair ici? Et bien sûr, cette aiguille va se déplacer comme ça grâce à quoi? C'est un ressort. Un ressort, il va le mettre dans une position, mais l'autre, si elle le contre, elle va se circuler dans une autre position. Et là, vous avez une liaison glissière. Il peut glisser. Là, c'est une liaison fixe. Vous avez une plaque de condensateur qui est fixe et une plaque qui est glissière, c'est ça? Et vous alimentez, et vous mesurez quoi?
Une tension. Bien sûr, aucun courant ne va passer entre les deux plaques, c'est clair. Ainsi, la résistance interne, on peut dire qu'elle est très grande. Ça sera comme une capacité, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe si vous mesurez la tension? Des charges peut-être positives vont placer ici. Et des charges négatives vont se placer ici. Charge positive avec charge négative, ils veulent l'un rejoindre l'autre. Et si l'aiguille commence de là, plus de charge, c'est plus d'attirement dans ce sens. Et ça vous montre la valeur de la tension que vous êtes en train de mesurer. C'est pour cette raison qu'il fonctionne selon l'électrostatique, c'est clair? Et on l'appelle, c'est un appareil électrostatique. C'est clair le fonctionnement ici? Voilà. Alors toujours le ressort va tirer vers quelle position? Il va tirer vers cette position. Et les charges vont tirer l'un à l'autre vers cette direction. Ainsi vous indiquant la valeur de la tension U que vous êtes en train de mesurer. Et c'est ça le symbole des appareils électrostatiques. C'est bon? Dernier type d'appareil, c'est un appareil thermique. Juste pour vous montrer ça rapidement, imaginez que vous avez deux plaques métalliques. D'accord? Là, ça c'est un métal 1 et là c'est un métal 2. Et vous avez peut-être un câble qui transporte le courant que vous voulez mesurer. Et ce câble, il fait peut-être des va et des vient ici. Il va sortir. Il ne fait pas comment dirais-je, une bobine. Mais c'est comme s'il va toucher le maximum du câble. Comme ça, s'il y a un courant qui passe, c'est le même courant qui va passer par les deux métaux. C'est clair? Et si vous voyez, peut-être vous avez fait déjà les capteurs résistance thermique. Vous les avez déjà vus, comme le P200 et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voyez? Que c'est R0 facteur de 1 plus 1T, n'est-ce pas? AT plus BT carré, ainsi de suite. Si vous faites l'approximation premier degré, premier ordre, c'est AT. Ce qui fait la résistance finale, elle augmente avec quoi? Avec la température. Ce qui fait la résistance de métal augmente avec la température. Très bien. Ce qui fait, il est vraiment en liaison avec la température. Ce n'est pas la résistance qui nous intéresse, mais je sais qu'il sera affecté par la température. La température, qu'est-ce qu'elle fait au métal? Elle augmente sa résistance, mais aussi elle fait quoi? Elle le dilate. Très bien, elle le dilate. Et si vous avez deux matériaux, si je vous dis que le métal 1, s'il va se dilater, il va se dilater comme ça. Ça sera le delta L1 du métal 1. Et le métal 2, ça c'est sa position initiale, mais en se dilatant, il va se dilater comme ça. J'ai exagéré, mais juste pour vous montrer l'idée. Et pourquoi ils vont se dilater? Parce qu'ils seront exposés à la température. D'où vient cette température? Parce que vous connaissez que les paires Joule, c'est cette résistance qui augmente avec la température, plus, ou bien fois le courant au carré. Un courant avec la résistance, ils vont faire quoi? Ils vont dissiper de la puissance sous forme Joule, ça veut dire sous forme de température. Et la température, elle va dilater les deux matériaux. Et vous avez l'un, il est collé sur l'autre. Ils sont collés. Et ils n'ont pas le même coefficient de dilatation. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si l'un, il veut tirer et l'autre, il veut pousser et l'autre, il va tirer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme s'il va se fléchir. Oui ou non? On aura une forme comme ça, une flexion comme ça. Une flexion vers qui? Vers celui qui va le plus se dilater. Non, vers le moins. Vers le moins, voilà. Vers le moins. Qui est le moins? Le M1. Ça sera comme ça. Vous voyez? Parce que là, c'est la longueur qui est là, ce n'est pas la longueur qui est là. Et à votre avis maintenant, comment prendre le phénomène et l'utiliser comme un appareil de mesure ou bien un capteur? Là, tu mets une aiguille ici. Cette aiguille, qu'est-ce qu'elle va faire?
il va dévier en fonction de quoi? Du courant. Et retourner à la position 0 s'il se refroidit. Et c'est ça le principe des appareils thermiques. Et ce type d'appareil, ou bien ce type de phénomène, on le fait pour, non pas uniquement mesurer, il est dans les capteurs, on le fait pour mesurer, on le fait aussi pour couper l'électricité. Imaginez que vous avez, voilà, c'est le relais thermique, vous avez quelque chose comme ça, qui conduit de l'électricité. Si le courant dépasse certains seuils, qu'est-ce qui se passe? De la partie, elle va faire ça. En ouvrant le circuit et protégeant ce qui est derrière. Voilà. Et là, c'est le type d'appareil. Et c'est ça ce symbole. Peut-être, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais j'ai une idée que ça se représente le métal 1, ça c'est le métal 2, et ça c'est l'aiguille qui va se fléchir. D'accord? Bien. Alors pour résumer, on ne va pas faire le tour des différents types des appareils, comment ils sont construits à l'intérieur. Mais on va voir généralement les différents symboles qu'on peut trouver sur les cadrans des appareils. Lorsque vous voyez ce symbole, c'est quoi? C'est un courant continu, ou bien, si vous voyez des tirets, c'est un redressé. Bien sûr, le continu, on le représente par quoi? On le représente par un trait. Redressé, on le représente par des tirets. Ça veut dire quoi redressé? Ça veut dire qu'il a passé par un redresseur, un convertisseur statique. Vous connaissez les convertisseurs statiques? Pont de diode en monophasé, avec un condensateur en parallèle. Vous avez ce symbole, c'est de l'alternative. S'il peut mesurer les deux, alternative continue. Et là, c'est quoi? Ce qui est en bas. C'est une position de lecture. Ça veut dire, est-ce que vous allez le placer comme ça pour le lire? Bien, vous devez le placer comme ça pour le lire. Ainsi, qu'est-ce qu'on va introduire? Je ne suis pas sûr que ça, c'est vertical à 100%. Je ne suis pas sûr. Voilà. C'est une incertitude de quoi? De méthode. On l'appelle, c'est une incertitude de méthode. C'est-à-dire que tu dois aussi la prendre en considération. Vous avez ici les types des appareils qui existent. Magnétoélectrique avec un redresseur. Là, on a vu tout cela, la majorité. S'il n'est ni horizontal ni vertical, on doit vous donner quoi? L'angle de la lecture en incliné. Ça doit être aussi bien calculé. Vous avez la bande passante. C'est quoi la bande passante? C'est ça sera l'intervalle de fréquence qu'il peut mesurer. Ça veut dire entre 50 à 100, c'est là où il peut fonctionner correctement. Au-delà de ça, il ne fonctionne pas correctement. Vous avez la tension d'isolement. Si vous avez un seul étoile, c'est 500 volts. Ça veut dire quoi la tension d'isolement? Comme dans un appareil, on peut le voir, une borne ici, une borne là, n'est-ce pas? Tu peux l'imaginer comme c'est la tension maximale que vous pouvez appliquer entre les deux bornes. On peut l'imaginer comme ça, c'est clair? C'est la tension d'isolement maximale qui ne va pas court-circuiter les deux, parce qu'il ne veut pas mesurer jusqu'à certaines valeurs très très grandes. Si c'est étoile 1, c'est 1 kg, si c'est étoile 2, c'est 2 kg, si c'est étoile 3, c'est 3 kg, et ainsi de suite. Et ça, c'est la partie essentielle aussi. C'est la classe de précision. Elle est donnée en quoi? En pourcentage. Pourcentage de quoi? Du calibre. Et rappelez cette partie-là, on va l'utiliser dans la mesure d'incertitude des appareillages analogiques. C'est bon? Essayons de voir ça. C'est un quoi? C'est un ampère-mètre. Déjà, parce que vous avez quoi? Le A, bien. Ferro-magnétique. Position verticale. Vous devez le placer comme ça, et après, tu peux mesurer. Ça, ce n'est pas une bonne mesure. D'accord? Par exemple, celui-là. Voltmètre, qui mesure uniquement les tensions continues, ou bien continues redressées. Voilà. Il est de quel type? Très bien. Ça, c'est quoi?
C'est 2,5% du calibre qu'on doit utiliser dans son incertitude verticale. 2 kV en isolement. Voilà. Et ça, c'est réel. N'importe quel appareil, tu vas trouver ça. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. Peut-être celle-là. Qu'est-ce que vous avez? Étoile 6. C'est 6 kV. Voilà, c'est un wattmètre. Position horizontale. C'est ferrodynamique. Est-ce que si vous voyez ça dans le tableau, ça c'est ferrodynamique. Il y a l'électrodynamique, mais avec deux cercles, c'est un autre type. Ferrodynamique. Très bien. Pour les courants continus, tu as 2,5 du calibre, 2,5% du calibre. Pour les courants alternatifs, regardez, en alternatif, on parle de la fréquence. Et si tu parles de la fréquence, il y a une bande passante qui sera de 45 à 65, ce qui fait peut-être utilisé au Maroc parce qu'on a 50 Hz dans le secteur. Est-ce que ça veut dire le point d'exclamation? Final. Attention, c'est ce qu'il faut faire. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. D'accord? C'est ce qu'il faut respecter. Ça, ce sont des consignes importantes. Alors, je préfère que, avant d'entrer dans les numériques, parce que ça nécessite un peu la compréhension des gammes, convertisseurs analogiques numériques. Vous avez déjà fait la conversion analogique numérique, non? Non. Comment passer de l'analogique au numérique? Pas encore. Alors, ce qui fait, je préfère, avant d'entamer les appareils numériques, on fera l'incertitude des appareils analogiques, on termine ce chapitre, et puis on fait le deuxième. C'est bon? Bien. Après, on va revenir aux appareils numériques au moment où on va les traiter. Et alors, regardez bien. Dans la métrologie, qu'est-ce qu'on cherche? Avant qu'on parle, c'est de trouver la valeur exacte. Mais le fait qu'on ne sait pas la valeur exacte, on doit trouver la valeur exacte et se situe où? Dans un intervalle. Voilà, c'est ça la métrologie. Et cet intervalle doit être vraiment le plus petit possible pour que votre mesure. Je peux vous dire que votre mesure elle se situe entre 0 ohm à 1000 ohms. Ça ne veut rien dire. C'est correct, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas comme si je vous dis que votre mesure se situe entre 5, 10 puissance moins 9 et 5, 10 puissance moins 6. C'est clair? Vraiment, ça, c'est très, très, très pointu comme incertitude. Et un bon qualiticien, c'est lui qui essaie de faire quoi? Réduire un peu cet intervalle de mesure. Mais pour y arriver à ça, on doit déjà comprendre c'est quoi la mesure. Ben, c'est la grandeur mesurée. Ça sera votre X. C'est ce que vous avez mesuré. On va l'appeler un X petit m, c'est ça? X petit m. Et là, c'est quoi? C'est la valeur théorique exacte de la même grandeur. Vous avez mesuré 10, mais exactement, c'est 10,1. Mais exactement, vous ne le connaissez pas. Il faut connaître que cette valeur, on ne le connaît pas. Ainsi, est-ce que je peux déterminer l'erreur? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette information sur la valeur exacte. Mais théoriquement, on le fait. C'est clair? Théoriquement, on le fait. Alors, l'erreur absolue, théoriquement, c'est quoi? C'est l'écart qui existe entre la valeur mesurée et sa valeur théorique est exacte, exprimée avec la même unité. Et l'erreur, elle est de signe quelconque, positif ou bien négatif. C'est plus en moins, car peut-être positif comme peut-être négatif. Bien. Ça d'une part. Le fait que vous avez l'erreur absolue, certainement, on va parler de l'erreur relative. Et l'erreur relative, c'est quoi? Suivez bien. L'erreur relative, c'est quoi? C'est cette erreur absolue sur la valeur exacte de la mesure. Et notez bien que cette valeur exacte, on ne le sait pas. Ça, c'est uniquement théorique. Qui sera le x moins le xe divisé par le xe
Et ça sera bien sûr une valeur absolue, relative, d'accord, théorique, qui sera exprimée en pourcentage. Et là, théoriquement, c'est ça l'erreur. Mais réellement, on n'a pas ces informations. C'est pour cette raison qu'il faut passer de l'erreur à l'incertitude. D'accord? Alors, c'est quoi l'incertitude ici? Je pense que je l'ai ici. Voilà. Puisque les valeurs exactes de la grandeur à mesurer, elle est comment? Elle est inconnue. Et ça, il faut le reconnaître. Elle est inconnue. Il faut bien sûr, comment faire? Évaluer une limite supérieure et inférieure de cette erreur. On va dire que cette erreur est peut-être maximum ici et minimum là, qui sera bien sûr l'incertitude absolue. Et on appelle l'incertitude de mesure la limite supérieure. Ça sera quoi? Le delta U. Théoriquement, c'est quoi? C'est le sucre de la valeur absolue de l'erreur, qui va vous donner ce plus ou moins. Où est-ce qu'elle peut se situer? C'est clair? Ce plus ou moins, où est-ce qu'elle peut se situer? Entre les différentes mesures. Et on distingue deux types d'incertitude, le delta X, qui est l'incertitude absolue, et le delta X sur le X, et non pas le XE, qui est l'incertitude relative. Parfait. Et qui va s'exprimer en pourcentage. Vous avez deux façons pour écrire l'incertitude. On dit que la valeur exacte, c'est la valeur quoi? Mesurée, plus ou moins, sans incertitude. Si vous écrivez ça, vous mettez l'unité juste à côté. Par exemple, la résistance, c'est 10, c'est la valeur mesurée, plus ou moins 0,5, et vous avez le ohm à la fin. C'est bon? C'est bon? La deuxième façon pour écrire l'incertitude, c'est quoi? La valeur exacte, ça sera la valeur mesurée avec son unité, plus ou moins l'incertitude relative qui sera en pourcentage. Et la deuxième forme pour l'écrire, ça sera R est égal à 10 ohms, plus ou moins 5%. Monsieur, on peut toujours pas calculer les tailles. Comment? On peut toujours pas calculer les tailles. Alors, en général, la valeur de grandeur, généralement, elle ne peut pas s'écrire directement, bien sûr, comme étant R. Mais le R, tu peux le trouver comment? Tu sais que le R, c'est quoi aussi? C'est le U sur le I. La puissance, c'est quoi? C'est U fois le I. La résistance, tu peux aussi l'obtenir comme étant une résistance 1 plus une résistance 2 plus une résistance 3, et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas toujours une mesure directe, mais ça peut être une mesure indirecte. Ça veut dire pour trouver une valeur, tu dois mesurer d'autres valeurs pour trouver cette mesure. Et c'est ça l'objectif ici. En général, la valeur de la grandeur à mesurer, qui est le XE, à mesurer normalement, ça doit être le XM. Ça, c'est exact, d'accord? Est obtenue par une relation mathématique qui sera en fonction d'autres paramètres. Et ces paramètres, ils peuvent être comment? Dépendants, comme ils peuvent être indépendants. On a de la dépendance ou l'indépendance, le calcul, elle change. Si les paramètres sont dépendants, qu'est-ce qu'on fait? La loi de propagation d'incertitude. On dirait la racine, n'est-ce pas? On dirait la racine. Pour le moment, essayons de ne pas penser ce type de racine, juste pour vous montrer l'idée. Et comment se calcule l'incertitude? Si par exemple, le x, elle est en fonction de a, b et c. On fait la dérivée partielle lorsque les autres sont constants. Pour ne pas faire tous ces calculs, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas se casser la tête sur tous ces calculs. Il faut rappeler une chose très simple, que si vous avez l'incertitude, c'est une addition ou bien une soustraction, l'incertitude totale, c'est la somme des incertitudes. Et si tu as une division ou bien une multiplication, l'incertitude relative, c'est la somme des incertitudes relatives. Hein? La مثلا, un attaque exemple. Je te donne un exemple. Par exemple, on a la résistance, un jeu peut-être X, d'accord, est égal à A fois B, d'accord, fois C divisé par E.
Donnez-moi s'il vous plaît le delta X. On a عندك delta A وعندك delta P وعندك delta C et ainsi de suite. Delta X sur X. عندك delta B, attendez. عندك delta B. Non, عندنا delta C وعندنا delta E. وعندنا aussi le A, le B, le C et le E. شنو هي delta X؟ Ou X fois. Là, هنا je vais te dire. Lorsque vous avez un produit ou bien une division, parce que la division c'est quoi aussi? C'est un produit aussi. Tu dois calculer le x sur x, il y aura delta A sur A plus delta B sur B plus delta C sur C plus delta E sur E. Pourquoi? Sinon, tu dois passer par la dérive. Et ça va être très long. Peut-être commettre des erreurs, n'est-ce pas? Alors, juste d'une manière aussi simple, tu peux faire ça. Et si je te dis par exemple, regardez, A il y a A plus B, le tout fois C divisé par E. شحال تكون delta X dans ça? Très bien. Je vais regrouper. Je vais dire que ça, je vais l'appeler peut-être un Y. Et je sais c'est quoi le delta Y. C'est une somme. C'est delta A plus delta B. Ça fait? On حسب A plus B. باش تعطيني H Y. يعني dans ce cas, le delta X, ça sera le delta Y sur Y plus delta C sur C plus delta E sur E. Et tu remplaces quoi? Le delta Y par sa valeur. Et ça sera très simple ici. Rappelez ça s'il vous plaît. Toujours. Elle est dans le cours. Regardez, si vous avez une addition, si la résistance vient de quoi? Vient d'une somme, il est préférable de faire quoi? La somme des incertitudes absolues. Si c'est une soustraction, ça sera quoi? C'est aussi la somme des incertitudes absolues. Il y en a que ce soit l'addition ou bien la soustraction, c'est la somme des incertitudes absolues. D'accord? Là, il y a des mesures indépendantes qui ont la somme quadratique. Mais la somme quadratique de ça, c'est clair? La somme quadratique de ça. Comment? Et d'ailleurs, genre, si tu veux chercher l'incertitude relative, ça doit être ça. Non. Non. Toujours. Tu fais la somme de qui? Il indique la somme ou la différence. La somme des incertitudes absolues. Le relatif, tu peux le trouver à partir de ça. Si on a mis, par exemple, comme ça, par exemple, le W est égal UIT, parce que vous connaissez l'énergie, c'est quoi? C'est la puissance fois le temps. Et c'est quoi la puissance? C'est la tension fois le courant. Là, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Regardez l'incertitude absolue. Qu'est-ce que je dis? C'est pas aussi simple. C'est UI, c'est UT delta U plus UT delta I plus UI delta T. Mais ça sera plus simple si vous faites ça. Delta U sur U plus delta I sur I plus delta T sur T. Alors, il y a A sur B, c'est la même chose. Il y a le produit et la division, c'est la somme des incertitudes relatives. Voilà. Il faut rappeler ça. Mais réellement, on fait la somme quadratique lorsque les résultats sont indépendants l'une de l'autre. Voilà. Essayons de faire une application là-dessus, s'il vous plaît. Et cette application, on va le faire sur les appareils d'incertitude à déviation. On va y arriver à ça. Lève couche. C'est bon? Pas la peine de faire la dérivée partielle. Il a un deux, il faut me dire après. Regardez bien. Vous avez un élément de circuit soumis à une tension constante U et parcouru par un courant I. L'étude expérimentale a donné que la tension, peut-être ça a été mesuré, 120 plus ou moins 2,
Et le I, c'était 24,2 ampères, plus ou moins 1,65%. D'accord? Après, on va parler avec comment déterminer les différents types, le nombre de chiffres après les virgules à mettre dans les incertitudes. Alors, calculez ici l'incertitude absolue sur la puissance consommée par cet élément de circuit P lorsque vous connaissez que le P est égal à U fois I. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi le P? D'accord? Et c'est quoi l'incertitude de P? Alors, déjà, le P, c'est quoi? Si on devait calculer. P, ça sera U fois I, c'est ça? U fois I. Qui vaut donc 120 fois 24,2. Qui va donc combien, s'il vous plaît? Faites ce calcul. De 1900 De 1904. Très bien. De 1904 watts. Parfait. Maintenant, comment déterminer l'incertitude? Delta P sur P est égal à delta P sur P. Voilà, parce que c'est un produit. Ce qui fait le delta P sur P, c'est le delta U sur U plus le delta I sur I. Sinon, si on ne connaît pas cette règle, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un dérivé partiel. On a mis un dérivé, mais dérivé, il va être un peu long. C'est quoi le delta U? C'est 2 volts. Très bien, c'est 2. Et c'est quoi le delta I sur I? C'est 1,35 sur 100 fois 24. Là, d'abord, le relatif. Ça sera 1,65 sur 100. C'est énorme. Voilà, ce qui fait le delta U sur U. Il y a 2 là, 120. Alors, je vais l'écrire comme ça. C'est 2 sur 120 plus 1,65 sur 100. Ça vous donne 1,65. 5 quoi? 67 quoi? Rien. C'est fois 100? Non, c'est fois 100. D'accord. Le collègue a déjà multiplié fois 100. 1,67%. Ce qui fait cette erreur, comment je peux l'écrire? Déjà, c'est quoi le delta P? Parce qu'on y a 1,67 sur 100. Voilà, fois 2984. C'est 3,31. Fin. Elle a dit 3,31 watts, c'est ça? 3,31 watts. علاش بوصل؟ في الاولى هنايا هذه كان في الاول خدت ديك 2 سير 120 خاصني فوق 100 هنايا شنو غادي تكون هذيك الفرصه واخا عاد في الاخر هادشي كله نضربو في 100 داكور باش يعطيني بورسون كومبيان سا فا فو دوني 3,31 سي بون 3,31% c'est ça يعني هنا غتكون عندي لا باسكو عندك دلتا او شحال هي سور او تعطي لك 100 زينيت فوا 100 ها هي ضربتها فوا 100 لا انا قسمتها انا هنايا قسمتها على بورسون درت 1,65 sur 100 يعني بقات 100 بورسونتاج عاد ضربتها في 100 سينون كتخرجها من هنا ديري 200 على 100 alors شحال تعطينا هنايا دلتا بي c'est 3,31 sur quoi sur 100 fois 2904 ça vous donne vaut mieux
Sinon, tu ne vas pas faire une unité à part après. Il m'a t'attache une unité, il m'a dit 600. بس نخرجوا une unité à côté كنديروا pourcentage. D'accord? شحال c'était comme elle? شنو approximation? اجي هنا 96 316 700, c'est là. 816, quoi? Watts. Ce qui fait, comment peut-on écrire la valeur de la puissance? Parce qu'il vous demande de l'écrire en deux façons. La puissance, on va dire, c'est 2904 plus ou moins 716. Mais on va voir combien de chiffres après la virgule tu dois t'arrêter, parce que ça, c'est une fausse écriture. Je dois majorer ici, ça doit être 96, ici, parce que là, il n'y a pas de virgule. Ça, on va détailler ça par la suite. Au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Là, bien. C'est ce qui va être, c'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a trouvé. Je fais la correction, on dit la correction. Il y a dit que ça. Ou la puissance, elle peut être écrite comme étant 2904 watts, plus ou moins combien? 3,31%. On l'a déjà fait. Voilà, il y a la valeur qui a été déterminée deux appareils. L'appareil où a tatna le U, l'appareil tani a tatna le I. Il indique le U, le résultat de la puissance de la méthode indirecte. Il a بدلنا 120 لا là parce que l'appareil tu as raison en quelque sorte parce que l'appareil احنا نشوفها après ملي كتعطيك la mesure كتقول لك l'incertitude ديال l'appareil avec une relation de pourcentage de lecture. يعني la lecture عندك طالعه حتى l'incertitude كتطلع. Toujours مثلا l'incertitude de l'appareil, c'est des appareils. Elle est en relation avec quoi? Le pourcentage de la lecture plus d'autres paramètres. La lecture c'est quoi? C'est la valeur qui est attachée avec l'appareil. يعني إلى هذه la valeur كبرت راه l'incertitude اللي غتعطي لك هنا كتبدل. Là c'est pas la même. Elle a une relation avec la lecture, elle a une relation avec la gamme, avec le nombre de points d'erreur, avec beaucoup de choses. D'abord, on n'a pas encore déterminé l'incertitude de l'appareil. On détermine l'incertitude d'une mesure indirectement avec deux appareils qui ont déjà l'incertitude. C'est bon? Juste après, on va voir les autres. Par exemple, ici, regardez bien. On procède de mesurer la résistance électrique dissipée dans un circuit composé de 3 résistances associées en série. L'intensité du courant qui traverse les 3 résistances, c'est 2 ampères, a été mesurée avec une incertitude absolue totale de 0,05 ampères. Calculez l'erreur relative commise sur la puissance. Maintenant, la puissance dissipée, les 3 résistances qui sont en série, est parcourue par voilà, ce qui fait la puissance, c'est quoi? Il y a R1 plus R2, voilà, facteur de IK. C'est quoi maintenant la delta P dans ce cas? Et notez bien que là, je n'ai pas ni dit que les incertitudes sont dépendantes ou bien indépendantes. C'est en général, c'est juste pour se familiariser avec la mesure des incertitudes. Parce que par la suite, il faut calculer, au lieu de faire ça, il fallait calculer quoi? La somme quadratique. D'accord? Des incertitudes relatives. Tu fais ça. C'est ça. Ça veut dire, est-ce que l'une affecte l'autre? Maintenant, les résultats, ils seront dépendants ou bien indépendants?
il a la résistance de ثلاثة. Le courant arrête de Pour les restaurants. pour les كاملين. D'abord, il a le courant نقص. Autrement, il a la résistance Z. Le courant reste. C'est dépendant. Tu vois? Là, ça sera autre chose. Il a qu'à avec la température, il a qu'à avec la tension. Beaucoup de choses dans l'électricité sont dépendantes. Oui. Indépendant. À la puissance, il va mettre le E avec l'idéal. La matière indépendante, on dit une source de tension. D'accord? Tu veux mesurer, je sais pas, tu veux mesurer une puissance. La source de tension, elle est comment? Continue. Que ce soit la puissance ouverte, la puissance fermée, si tu as le dipôle, le dipôle, elle est constante. Elle ne sera pas affectée par la charge. C'est une source de tension. Clair? Le fait de prendre en considération des valeurs dépendantes, indépendantes, ça change radicalement la mesure. Avec l'électricité égale les paramètres indépendants. Mais généralement, les exercices, c'est pas dans la réalité, on dit que, supposons que c'est indépendant. Si c'est dépendant, je vais vous montrer par la suite comment faire les calculs. Alors, on procède de mesurer la puissance électrique dissipée. Voilà. Alors, c'est mieux ici de calculer le delta P ou bien le delta P sur P. Parce que tu vas dire que tout cela, ça sera un R. Et c'est quoi le delta R? C'est le R. Delta R1. Voilà, delta R1 plus delta R2 plus delta R3. Très bien. Et c'est quoi le delta P sur P? C'est delta R sur R plus 2. Delta I sur I. Voilà, c'est très simple ici. Et calculons le delta R. شحال delta R1? Il y a 5% de la grandeur, c'est ça? شحال s'appelle 47 divisé par 100 fois là كان نديرو 5 باش تبان لينا fois 47. C'est la même chose mais هكا احسن. Plus combien? 3 sur 100 fois 33 plus 2 sur 100 fois 20. 3,78. 78. 67. Non, c'est 78, c'est tout. Ohms, c'est ça? Oh non. Parfait. Et maintenant, c'est quoi le delta R sur R? Ce qui dit que le delta R sur le R, ça sera 100 pourcentage. Et le delta R sur R. Avec 3,7%. Ok, 3,7%. Alors, le delta P sur P dans ce cas, ça sera le delta R sur R, il est 3,7 sur 100. Yep. Plus 2 fois le delta I sur I. C'est quoi le delta I? 0,05. Voilà, il y a 0,05. Elle est le courant, les OA. 2, yak. 2. Ça vous donne? Ça fait 8,7%. 8,7%. Ainsi, c'est quoi le delta P? Il y a 8,7 sur 100 fois. C'est notre P. Alors, P, c'est quoi? C'est R. Il y a R, il y a 33, زائد 22, زائد 74. Tout fois 4. Combien, non? 4 de quart. شحال؟ 408 watts. وهذه شحال؟ 408. شحال صدقنا؟ 35,496,4 watts. Alors maintenant le delta P, comment je l'écris? Ou bien le P? Je l'écris comment? Je l'écris comme étant 408 plus ou moins
37,4. C'est trop, mais quand même, on doit l'écrire. Ou bien, la puissance c'est 408 watts, plus ou moins, voilà, 3. Non, 8,7. Il y a un 8,7. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'écriture. Je vais vérifier. Il y a des... Ça fait. C'est bon ici? Bien, on avance. On avance pour entrer ici dans le calcul pratique de l'incertitude de l'appareil de mesure. Et مثلا ماشي la méthode indirecte, mais la méthode directe de l'appareil de mesure. Il a un ampèremètre, voltmètre, ohmmètre. Comment déterminer son incertitude? Et je commence par les cas des appareils analogiques. Après, on détaille le numéro. Alors, ce type d'appareil a pour principe de donner une déviation d'aiguille sur une échelle graduée, proportionnellement à la valeur de la grandeur à mesurer. Maintenant, si j'ai un appareil de mesure, ناخذ مثلا هذا où l'aiguille peut-être elle est placée ici, par exemple. J'ai exagéré parce qu'on a dans le centre. Elle est placée ici l'aiguille. D'accord? Et je vous dis que vous êtes sur le calibre, je fais n'importe quoi, calibre de bien 2 watts. Je calibre là, normalement. لازم نشوف. Comment? Calibre là. Calibre ماله؟ هو دابا لسه ولا لا هذيك l'erreur sur le calibre. هاتي. La classe de précision, pourcentage elle le calibre. ماشي هو le calibre. L'erreur pourcentage ديال الكاليبر. calibre plus ou moins نفس. كتضرب فيها. باش تاخذ % من الكاليبر. فوالا من لو كاليبر ديالها. الا قلت لكم عندنا لو كاليبر 2 وات هذا البونسيون بقى ماشي مشكل ماشي مشكل. وعندك هنا ليشيل هنا شحال اللي كانت هذا 100 هنا شحال تكون 80 100 تكون 120 هاي. وهنا عندك 90. شنو هو ان كاليبر 2 وات؟ Ça veut dire que l'appareil ici maximum il est l'aiguille placée هنايا شحال تكون؟ لا il est l'aiguille مشات للماكس. Ça veut dire qu'elle a mesuré combien? Le calibre كامل il a mesuré 2 watts. يعني هنايا il varie de 0 watts à 2 watts. هذا هو le calibre. إلا كان le calibre peut-être 10 watts يعني من 0 watts حتى 10 watts. واخا راه ماكشي بالوات هذا الشيء حيت لو وات متر كي ميزوري لو طونسيون كورون سي اوتر شوز. Supposons. Maintenant, je vous dis, c'est combien, s'il vous plaît, la lecture. Il est l'aiguille de position. C'est la lecture. 44. Bon. 44 H. لا هذا بالوات كي ميزوري من 0 وات حتى 2 وات هي مشات 44. وخصك دير الكاليبر. وعندنا لو كاليبر. غادير فوا 2 sur 30. Ce qui fait, c'est quoi la règle? La lecture, c'est quoi? C'est la valeur lue. C'est la lecture. Non. La lecture, sinon il y a la position. Ou bien la valeur exacte, il y a la lecture, d'accord? Fois le calibre divisé par La valeur de marque totale. l'échelle. C'est clair? Sur l'échelle. À votre avis, est-ce qu'il est préférable, à votre avis, de lire sur l'échelle en haut ou bien l'échelle en bas dans ce cas? Alors,
En bas. Et que pour la galerie تاعها face à lui. خاصك تقرا الثاني. فوق إلا شوفي أنت regarde دابا هذه لا ليكتور l'incertitude على لا ليكتور راه تكون l'incertitude على هادشي كامل كيفاش غتنقص l'incertitude il est l'échelle comment لا أنت حيت لازم نديرو l'incertitude regardez bien إلا درنا l'incertitude كيفاش غيولي هادشي كامل حيت c'est un produit ou non كتولي celle-là plus celle-là plus celle-là إلا l'échelle كبرتيه اش كيوقع l'incertitude حتى هي كتكبر وانا je veux pas ça je veux réduire l'incertitude je dois minimiser l'échelle c'est clair ici alors regardez bien alors, sans vous expliquer ça vous l'avez trouvé vous-même alors c'est quoi la lecture maintenant le x c'est le calibre fois la lecture divisé par l'échelle il y a la lecture le c c'est le calibre utilisé la lecture, le nombre de graduations lues sur l'échelle. L'échelle, c'est le nombre total des graduations de l'échelle. Voilà le nombre final que vous avez.